s'est gelé? Eh bien, parce que quand la Société des Nations a commencé à travailler, puis quand les Nations Unies ont pris le relais en 1945, la règle restait toujours la même. C'est-à-dire la croyance très wilsonienne et très anglo-saxonne que le balance of power, l'équilibre de puissance, allait tout régler. Que faire la paix, c'était accorder les grandes puissances entre elles. Et ça n'a en fait jamais marché. Parce que, à part peut-être entre 1989 et 1991, qui a permis par parenthèse l'opération Tempête du désert, il n'y a jamais eu d'alignement des planètes puissantes, mais au contraire compétition. Alors, on sait les échecs. L'Éthiopie, pour la SDN, ainsi que la Mandchourie, on a laissé bouffer par l'Italie pour la première et par le Japon pour la deuxième, et puis finalement tout ce défilé de conflits qui n'ont jamais été résolus par le Conseil de sécurité depuis 1945. Mais, et j'en viens là à ma deuxième partie, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Derrière tout ça, il y a un négationnisme de la paix. Et ça, je vous citais l'agenda pour la paix de Boutros Ghali, au lendemain de la chute du mur et de la fin de la bipolarité, l'homme avait très bien compris ce qui allait se passer. Et pourquoi? Parce que le multilatéralisme que nous vivons depuis 19 est d'essence européenne. Et l'Europe a toujours pensé, depuis la Renaissance, depuis Hobbes, que la paix, ce n'était rien d'autre qu'une entre-deux-guerres. Que la paix, c'était la négation de la guerre. Et que faire la paix, c'était créer les conditions d'un accord transactionnel pour mettre fin à la guerre. Cette absence de définition positive de la paix, c'est-à-dire une substantialisation de la paix, explique que la boussole de la SDN et des Nations Unies n'ait jamais fonctionné. Parce que le vrai problème qui se pose lorsque l'on est multilatéraliste, lorsqu'on est ONU, c'est comment construire la paix à condition de savoir ce qu'est la paix. Et la paix, mesdames et messieurs, ce n'est pas la non-guerre. La paix, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste qui est, et on le sait depuis Aristote, le principe de coexistence. Non pas de coexistence pacifique. Coexistence pacifique est un terme qui ne désignait qu'une juxtaposition sans guerre. La coexistence, nous dit Aristote, c'est trois choses. C'est la reconnaissance, c'est la parité et c'est l'altérité. Reconnaître l'autre, le reconnaître comme égal de soi et considérer qu'il est source d'apport à ce que, j'y reviendrai dans un instant, on appelle la sécurité commune. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais pu s'épanouir, ni en SDN, ni à l'ONU, qui en est resté à ce règlement d'équilibre de puissance. L'équilibre de puissance, un moment de l'histoire, pouvait régler des guerres. Aujourd'hui, l'équilibre de puissance ne règle plus les guerres parce que les guerres échappent aux logiques de puissance. Si vous avez remarqué, le plus puissant perd toujours la guerre depuis 1945. Les États-Unis au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, en Somalie, la France en décolonisation et au Sahel, l'URSS en Afghanistan, la Russie poutinienne en Ukraine et ainsi de suite. Et donc, la puissance est devenue impuissante. La puissance n'a plus cette capacité de régulation et d'extinction du jeu conflictuel. La plupart des guerres n'ont ni vainqueur ni vaincu, et quand il y a un vainqueur, c'est toujours le plus faible qui gagne. Et ça, du coup, dans la manière dont a été conçue l'ONU, eh bien,
aucune politique de paix ne devient dès lors possible. Puis il y a une deuxième raison, c'est que derrière cet idéal de coexistence, il y a cette découverte d'un intérêt global. La sécurité globale devient plus prioritaire et dangereuse que la sécurité nationale. La faim dans le monde tue chaque année 10 millions d'individus, c'est-à-dire l'équivalent de 8 attaques par jour et chaque jour de l'année contre le World Trade Center. Le terrorisme tue entre 10 000 et 40 000 morts. On nous parle toujours du terrorisme, on ne nous parle jamais de la faim dans le monde. Et plus que ça, riez pas, hein. Quand il est question de faim dans le monde, je ne supporte pas qu'on rigole. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que de mourir de faim. Alors je vous en prie, un peu de dignité. C'est affreux. Riez de Monsieur Le Cornu, il y a de quoi. Mais ne riez pas de la faim dans le monde. Vous savez ce que c'est que 10 millions d'êtres humains, des gens comme vous, qui meurent de faim chaque année, dans l'indifférence générale, personne jamais n'en parle. Et c'est ça qui est attentatoire à la paix. Et j'étais en train de dire que justement, les travaux récents qui portent sur la sociologie des nouveaux conflits indiquent que l'insécurité alimentaire, l'insécurité sanitaire, l'insécurité climatique deviennent les facteurs premiers de la guerre. Vous ne pouvez pas comprendre la guerre du Sahel sans savoir que la désertification y progresse de 10 cm par heure, créant une tension formidable entre les éleveurs et les agriculteurs qui conduisent les uns et les autres à se taper dessus. Et c'est le début des vrais fondements de la guerre du Sahel. Eh bien, ce lien entre le social et le martial, il n'est jamais fait. Et l'ONU ne peut pas le faire, parce qu'elle ne raisonne qu'en termes d'équilibre de puissance. Alors, le grand problème derrière tout ça, c'est que ce système onusien, qui repose totalement sur le postulat de puissance, sur l'équilibre de puissance, n'est pas réformable. Il n'est pas réformable parce que, c'est ce que je vous disais au début, à chaque fois qu'on a mis en évidence une réforme du Conseil de sécurité qui permettait de traiter de manière plus active, plus efficace les conflits d'aujourd'hui, la réponse était toujours la même, le veto d'une des superpuissances, d'un des membres du P5 qui craignait de voir ainsi ses pouvoirs restreints. Et ceci m'amène à deux remarques sur les paralysies du système onusien en matière de paix et de guerre. La première remarque, c'est que vous savez que depuis 1945, 4/5 des guerres sont des guerres intra-étatiques. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas face à face des États, mais face à face soit des milices, soit des États face à des milices. Et tout ceci montre que la clé dans la résolution des conflits aujourd'hui, c'est plus une transaction interétatique qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, il n'y a pas eu de traité de paix sérieux depuis 1945, et même depuis 1856. Traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée, parce que la Première Guerre mondiale, c'était une négociation entre vainqueurs. La Seconde Guerre mondiale n'est pas une négociation du tout, et les accords de paix dont on nous parle, dont se prévaut M. Trump, sont des trompe-l'œil, des trompe-l'œil. Et donc il y a deux façons qui permettraient de réformer sérieusement les Nations Unies, et notamment le Conseil de sécurité, pour relancer sa capacité de solution des guerres actuelles. D'abord, d'admettre dans le Cénacle du Conseil de sécurité des acteurs non étatiques. À partir du moment où au Kivu, le principal acteur conflictuel, c'est le M23, une milice, ou au Sahel,
Les principaux acteurs sont les fameuses organisations djihadistes. Et on pourrait ainsi continuer. Au Soudan, c'est des lambeaux d'État face à des lambeaux d'armée. Eh bien, sans intégrer ces acteurs non étatiques dans le jeu de résolution des conflits, on ne peut rien faire. Négocier par-dessus des acteurs qui sont les acteurs principaux du jeu, c'est impossible. Alors vous avez eu, au tournant de ce siècle, le représentant du Venezuela au Conseil de sécurité, M. Aria, qui a dit, maintenant on n'y cope plus, il faut, ça y est, ça commence, il faut inviter les acteurs non étatiques au Conseil de sécurité. Alors, tout le monde a grimacé, et puis on a accepté. Et puis ça a duré 1 an, 2 ans, puis maintenant plus personne ne parle de cette formule Aria. Donc on traite des conflits sans que soient même présents ni écoutés les principaux protagonistes. Et puis il y a encore pire. Vous avez eu, il y a quelques années, à l'initiative de l'Allemagne, qui joue un rôle très positif, un élargissement des débats du Conseil de sécurité aux questions nouvelles, questions climatiques, questions alimentaires, questions sanitaires. Et ce jour-là, le délégué russe, M. Nebenzia, qui a une tête très avenante, je ne sais pas si vous voyez, ne regardez jamais sa photo avant de vous coucher. Parce qu'il vous faut un somnifère. Eh bien, M. Nebenzia a dit, tenez-vous bien, M. Nebenzia a dit, parler de sécurité climatique au Conseil de sécurité est non seulement inutile, mais contre-productif. Vous vous rendez compte le culot? Et de même, lorsqu'a commencé la pandémie, en mars 2020, présidence chinoise du Conseil de sécurité, certains, notamment à l'initiative de petits pays, ont proposé que le Conseil de sécurité prenne une résolution dite robuste, ça c'est le langage robusien, pour combattre, contenir, avoir toute une feuille de route pour combattre le Covid. Alliance très étonnante entre le délégué des États-Unis, c'était encore Trump qui était président à ce moment-là, il allait se faire battre quelques mois plus tard, et le délégué chinois pour dire non, c'est pas nous. Alors comment voulez-vous, mesdames et messieurs, que le Conseil de sécurité puisse être garant de sécurité s'il ne reconnaît pas et n'intègre pas les sécurités climatiques, alimentaires, sanitaires? On a parlé à un moment de sida, mais pour dire il ne faudrait pas que ça touche les casques bleus. Eh oui. On a parlé d'Ebola en disant qu'il ne faut surtout pas que ça prenne l'avion parce que si ça vient en... Et vous voyez, c'est exactement comme ça, ils se sont tirés quand on a parlé. Voilà. Et donc, ce déni, ce négationnisme sécuritaire, c'est la paralysie actuelle. Alors, on en arrive au dessert. On en arrive au dessert et cette question de savoir comment on peut s'en sortir. Parce qu'on peut s'en sortir. Et je vous propose 3 voies. C'est ces 3 voies. 3 voies, 15 minutes, c'est bon? Ça fait 5 minutes par voie. C'est ces 3 voies qui peuvent effectivement faire qu'on ne désespère plus. La première voie, on l'a assez largement oubliée, c'est ce grand mouvement d'idées qui s'est emparé des Nations Unies dans les années 80. Les années 80, c'était des années assez contrastées, puisqu'on était encore dans la guerre froide, mais dans une guerre froide, oui, petit problème. Ah voilà, très bien. On était dans une guerre froide qui commençait à s'essouffler parce que l'URSS avait conscience qu'elle ne pouvait tenir le coup de la compétition avec le bloc occidental et parce que
le bloc occidental était dans la naïveté de la fin de l'histoire, vous vous rappelez de ce moment-là. Et du coup, il y a eu une sorte de libération de nouvelles idées. Et il faut que vous regardiez de près ces travaux qui sont oubliés aujourd'hui, malheureusement. Ces très nombreuses commissions qui ont été créées à l'initiative du secrétaire général et qui ont complètement renouvelé le vocabulaire et donc la pensée multilatérale, en proposant, alors on était au niveau des idées, on était au niveau des concepts, mais quand même en proposant des chemins nouveaux. Je voudrais citer en particulier deux commissions pionnières, la commission Brandt, qui portait sur le développement. Brandt, l'ancien chancelier d'Allemagne, et qui date de 1980, voyons, tout début de la naissance de cette réinvention. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? C'est un tout petit chou. Voilà, ça suffit. Et, ah oui, ça a l'air de marcher. Et l'autre commission, c'est la commission Palme, qui, elle, portait davantage sur les questions de désarmement. Et ils ont tous les deux inventé une formule que plus personne n'utilise aujourd'hui, et qui était l'espoir de demain, qui est de dire, on est passé de la sécurité internationale à la sécurité collective, il faut désormais passer à la sécurité commune. La sécurité internationale, c'est quoi? C'est le rapport de force entre acteurs, entre États. La sécurité collective, c'est quoi? C'est tous les États qui se réunissent pour déterminer les conditions d'un équilibre de puissance. C'était l'idéal de la Société des Nations et des Nations Unies. La sécurité commune, c'est quoi? C'est une sécurité qui ne se partage pas, qui ne se délibère pas et qui se définit uniquement en fonction des enjeux. La sécurité commune, c'est de dire on a besoin d'une lutte articulée et commune contre les maladies infectieuses, contre la malnutrition, contre le changement climatique, contre la réduction, voire la disparition de la biodiversité. C'est-à-dire penser la sécurité à partir des enjeux et non à partir de la transaction. Et avec cette idée formidable qui est de dire la transaction entre États, c'est du bricolage qui ne fait que atténuer légèrement le mal sans pouvoir le traiter. C'est comme si, pour traiter le cancer, on mobilisait l'aspirine et les analgésiques. Et ça, c'est quelque chose qui ensuite a été confirmé par deux grandes commissions. Je recommande mes amis étudiants de l'avoir en tête. La fameuse commission Carlsson, c'était un ancien Premier ministre suédois, et Rampal, Commission on Global Governance. Et c'est là qu'a été lancé le mot. C'est-à-dire, inventons les conditions d'une commune gouvernance de tous ces enjeux. Et le dernier exemple, il y en aurait encore beaucoup d'autres, c'est en 1995, la commission Brundtland, du nom d'une ancienne première ministre norvégienne, sur le Sustainable Development, le développement durable. Le mot était lancé. Donc vous allez me dire, c'est des mots tout ça. Oui, non, mais c'est aussi une révolution théorique et conceptuelle. C'est-à-dire la prise de conscience post-wilsonienne qu'il y a des enjeux communs, qu'il y a une sécurité globale et que celle-ci doit être gérée, elle doit être gouvernée.
Et c'est sur cette base que se sont développés dans les années 90, peut-être vous vous en souvenez, enfin celles et ceux de ma génération s'en souviennent, quantité de conférences. Conférence du Caire sur la démographie, 1994, conférence de Pékin sur les droits de la femme, 1995, conférence de Copenhague sur le développement social, 1993, conférence de Durban en 2001 sur le racisme, conférence d'Istanbul, 1996 sur l'habitat. Vous voyez, cette volonté de gérer, traiter communément les problèmes. Ce qui est une étape, en tous les cas conceptuelle, considérable, qui a été ainsi franchie par les Nations Unies. Mais vous allez me dire, c'est des mots. Et c'est là qu'intervient, c'est mon deuxième souffle, qu'intervient Kofi Annan. Kofi Annan, à la fin, à l'extrême fin du siècle, du dernier siècle, du XXe siècle, nous dit « j'ai plus rien à espérer du Conseil de sécurité ». C'était l'époque où on avait déjà dépassé l'euphorie post-chute du mur. On voyait les puissances se reconstituer et Kofi Annan de dire « j'y arriverai pas ». Et je ne peux pas réformer le Conseil de sécurité, il me bloque en tout, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le contourner. Et je vais le contourner comment? Selon la méthode Léon Bourgeois, en redécouvrant la dimension sociale du multilatéralisme, c'est ce qu'il appelait lui-même le multilatéralisme social, en privilégiant ces grandes agences, le Haut Commissariat aux réfugiés, l'OIT, l'OMS, la FAO, le Programme alimentaire mondial, et ainsi de suite. Et la grande idée de Kofi Annan, qui était très forte, c'était de dire je vais pouvoir ainsi créer les conditions d'une sécurité humaine. Le concept de sécurité humaine a été inventé par le PNUD en 1994 dans un très fameux rapport qui s'intitulait ou se sous-intitulait Free from Fear, libéré de la peur. Et le PNUD décrétait qu'il y avait 7 sécurités humaines qui devaient être notre boussole. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité climatique, sécurité économique, sécurité culturelle, la protection des minorités culturelles, sécurité individuelle, les droits de la personne, et enfin, sécurité politique, j'aime pas ce terme parce qu'il prête à confusion, sécurité institutionnelle, c'est-à-dire l'existence d'institutions suffisamment fortes pour réguler les rapports sociaux. Et Kofi Annan a transformé tout ça en un projet multilatéral dont le point de départ est un texte extraordinaire que vous devez tous lire, qui s'appelle la Déclaration du millénaire, et qui a donné naissance ensuite aux OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, qui vont être approfondis par Ban Ki-moon, qui va créer en 2015 les ODD, les objectifs du développement durable, qui vont plus loin que les OMD. Les ODD, il va y en avoir 17 et inclut des sujets aussi importants qui avaient été laissés jusque-là, comme par exemple le problème de la mortalité des femmes en couche, le problème de la mortalité infantile, le problème de certaines maladies, le problème de l'eau également qui avait été laissé de côté. Donc, il y a tout un paysage. Mais il y a eu des bilans à mi-parcours qui ont été absolument catastrophiques. C'est-à-dire, rien des OMD, ni rien des ODD n'a été vraiment réalisé. Alors, quelques progrès ont été notés par les experts en matière notamment de production et de consommation énergétique, mais vous savez que ça n'a pas été très loin. Pour le reste, notamment dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la faim, dans le domaine sanitaire, les progrès sont quasiment nuls. Alors, et c'est là mon tout dernier point, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Si ce multilatéralisme social, dont il ne faut pas désespérer, parce qu'il a quand même eu des résultats. Vous savez, on critique l'OMS, mais qui pourrait oublier que l'OMS a réussi à éradiquer la variole en Afrique?
C'est quand même pas rien. Ça, c'est des résultats. Ça nous permet de ne pas désespérer des Nations Unies. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et là, il y a un miracle qui est en train de se produire. C'est que l'opinion publique internationale, jusque-là indifférente aux questions internationales ou légèrement impliquée, aujourd'hui, grâce à la communication généralisée, grâce aux réseaux sociaux, n'oubliez pas qu'il y a 3 milliards d'humains connectés sur cette planète, 39% de la population mondiale, grâce à la visibilité des événements. On a beau interdire aux journalistes d'entrer à Gaza, tout le monde sait les œuvres de destruction qui ont eu lieu et qui peut-être ne sont pas tout à fait terminées. Eh bien, grâce à cette révolution des communications, grâce à cette visibilité nouvelle, grâce à une génération qui ne supporte pas cette indifférence, qui justement est, de par cette communication généralisée, en position d'empathie face à tous les crimes, à tous les malheurs, à toutes les souffrances humaines, elle réussit à faire reculer le pouvoir politique par la pression des opinions, par les mobilisations, par les boycotts, par les actions de toute nature, qui maintenant entrent de plein pied dans le champ des politiques étrangères et qui donc relayent ce multilatéralisme social. C'est ce que Victor Hugo appelait la sympathie des âmes, c'est ce qu'on peut appeler cette empathie qui se construit, qui s'exprime et qui contraint les gouvernements. Alors, peut-être allons-nous assister à une régénérescence sociale du multilatéralisme et donc à enfin découvrir cette feuille de route pour la paix. Je vous remercie. Un appel d'urgence, si vous avez une bouteille d'eau quelque part, parce que j'ai consommé tout mon stock de ces C'est parti à la recherche d'eau. Mais oui, mais vous savez, c'est un des grands échecs des ODD. Hein. La ressource en eau, ça. Merci à vous. Je crois qu'un certain nombre d'éclairages, effectivement, ont été apportés. Le dessert était quand même plus sympathique, effectivement, que le plat de résistance et l'entrée. La question de savoir s'il faut désespérer ou pas de l'ONU, vous avez des éléments de réponse. Probablement, vous avez vos propres avis, bien évidemment. Le temps est venu maintenant de vos interventions, de vos questionnements. Et je vois qu'il y a déjà le micro qui a commencé à circuler. Vous avez la parole. Oui, merci pour ce panorama complet de l'histoire des relations internationales à travers celle de l'ONU. Alors, nous sommes à Brest, et comme vous l'avez souligné, c'est pour Ponant, une très liée aux questions maritimes. Et il y a peut-être un champ qui, peut-être, ouvre les portes de l'espoir également, au sommet que nous avons eu à Nice, l'Assemblée de l'ONU sur les océans au mois de juin, qui a été précédé par un congrès scientifique auquel moi-même et d'autres ont participé. Et donc, on a un petit peu effectivement refait le point sur des questions centrales pour l'humanité, appelons-les pour simplifier le changement climatique et biodiversité, pour faire court. Et donc, la question s'est posée en l'occurrence, après l'Assemblée de l'ONU, donc sur l'océan, à quoi ça sert? Est-ce qu'effectivement la discussion dans un monde fragmenté, avec à la manœuvre plein d'acteurs qui sont à la fois qui ont un pied dans l'ONU